Bienvenue dans Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. Au sommaire aujourd'hui, le centenaire de l'Institut français de Prague qui fête son anniversaire en bande dessinée et la réouverture de la galerie 35 de l'Institut ou encore l'exploit de 2 alpinistes tchèques dans l'Himalaya. Mais tout de suite, direction le manège Waldsteinska Izdarna à Prague, qui accueille jusqu'au 15 août une grande exposition dédiée à la peintre surréaliste tchèque doyen Marie Červínová de son vrai nom. Cette artiste a vécu et travaillé une bonne partie de sa vie en France où elle est morte en novembre 1980. L'exposition qui lui est consacrée est le fruit d'une collaboration entre la Galerie nationale, la Hamburger Kunsthalle et le Musée d'art moderne de Paris, 2 institutions où elle sera à voir après Prague. Pour évoquer l'œuvre originale et forte de Toyen ainsi que sa personnalité, Anna Kubishta a interrogé Bertrand Schmitt, conseiller scientifique pour l'exposition et co-auteur du catalogue, et lui a d'abord demandé d'expliquer l'apparente différence qui existe entre sa création pendant sa période tchèque et sa période française. Je dirais changement et continuité, c'est-à-dire qu'il y a quand même des grandes constantes dans l'œuvre de Toyen, et ça depuis le départ, et c'est quelque chose que Annie Lebrun, notamment, qui sera donc la commissaire de l'exposition à Paris, qui a connu personnellement Toyen très bien, a toujours mis en avant dans ses textes, c'est que durant toutes les périodes de Toyen, il y a une chose qui reste constante, c'est l'érotisme. C'est-à-dire qu'il y a un attrait profond pour l'érotisme, et un érotisme qui n'est pas un érotisme, je dirais, stéréotypé, qui est vraiment un érotisme avec une très forte portée imaginative. On le retrouve dès les dessins, tout premiers dessins. Il y a notamment ici dans l'exposition des petits carnets qu'elle a faite à Paris en fin 1924, début 1925, qui sont des dessins érotiques, qui sont montés ici à la mezzanine. Et puis, effectivement, elle va continuer cette veine érotique dans les années surréalistes, dans les années 30, après 34, quand elle rentre dans le groupe surréaliste tchécoslovaque. Et elle va le continuer, effectivement, après, à Paris. Donc, notamment, là, on est devant un cycle qui s'appelle Les 7 éperons du fourreau, qui sont une des expressions érotiques de Toyen. Donc, ça, c'est une chose qui est restée. La deuxième chose qui, je pense, est restée, c'est la précision du trait. C'est-à-dire que ce soit dans les œuvres du départ, y compris dans les œuvres faussement naïve ou faussement primitive, que ça soit dans la période artificialiste, dans la période surréaliste et dans la période après-guerre, il y a une précision, une acuité du trait chez Toyen qui est toujours présente. Breton, d'ailleurs, l'avait, dans un texte qu'il avait écrit pour une exposition de Toyen, André Breton avait souligné le fait que Toyen était peut-être peintre, mais qu'elle avait un travail sur le dessin qui était assez incroyable. Donc ça reste durant toutes les périodes. Après, il est vrai qu'effectivement, elle va changer, qu'elle va passer par des étapes, elle va passer par des émerveillements successifs où elle va s'intéresser pour quelque chose et puis ensuite elle va évoluer. Donc ça va passer effectivement du début d'un intérêt, comme tout peintre qui commence pour des paysages, comme on peut le voir au début de l'exposition. Puis ensuite elle va s'intéresser au cubisme synthétique, au purisme, et puis ensuite elle va inventer son propre mouvement. Puis effectivement, après la guerre, quand elle arrive en France, il y a un changement qui se produit. Et pour moi, qui n'est pas simplement un changement plastique, c'est aussi un changement, je dirais, plus profond, plus éthique, plus moral. C'est-à-dire qu'après la période de la guerre, où elle a fait des œuvres très noires, très dures, notamment dans ses cycles de gravure et de dessin, elle va aller à Paris vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, un travail sur la lumière, un travail sur des apparitions, sur des fonds qui sont presque abstraits, dans lesquels on a justement des objets qui semblent émerger de la toile, qui sont très précis, très dessinés. Et là, on voit justement cette acuité du dessin et du trait. Et ce sont comme des visions nocturnes. Il y a une toile qui me semble notamment très significative pour ça, c'est celle qui est juste derrière nous, qui s'appelle « Minuit, l'heure blasonnée », qui est donc une toile dont le titre est une citation d'Aloysius Bertrand, du Gaspard de la Nuit, texte qu'aimait beaucoup Toyen et qu'aimait beaucoup Eisler d'ailleurs, et dans lequel on voit comme une loge de théâtre, donc avec des contours de rideaux et le bas de la loge, comme dans un théâtre, et des apparitions, comme une sorte de théâtre, ou comme à la veille du sommeil, quand on va s'endormir, on voit des images un peu floues dont on n'arrive pas encore à véritablement saisir la forme, qui apparaissent et qui vont se concrétiser. Donc il y a quelque chose qui est mouvant dans ces toiles, entre
l'abstraction et le concret, chose qui était effectivement moins présent dans les toiles de la période tchèque où les choses étaient beaucoup plus posées, beaucoup plus visibles. Le titre de l'exposition en tchèque, c'est Snící rebelka, alors on pourrait le traduire en français comme une rebelle rêveuse. Est-ce qu'on pourrait peut-être décrypter ce titre ? Pourquoi ce choix fait par les commissaires, tout simplement ? Alors c'est un titre qui a été effectivement choisi d'un commun accord avec les 3 commissaires, parce qu'il est très représentatif de Toyen. Donc rebelle, il faut se rappeler que Toyen, à 16 ans, quitte sa famille, à 18 ans, rentre dans les milieux anarchistes. Elle est avant-gardiste dans sa vie et dans sa création, ah oui, ça bien c'est sûr. sûr. Et puis il y a toujours chez elle un refus total, évident, je dirais presque viscéral, presque épidermique, des conventions qui lui paraissent totalement arbitraires. Donc, elle refuse son rôle, le rôle de muse, elle refuse le rôle de femme, elle refuse le rôle d'artiste. Elle est très engagée. Donc on l'oublie aussi, mais on essaie dans le catalogue, on a essayé de mettre cet accent sur le côté aussi engagé de Toyen. Donc très engagé au moment de la montée du fascisme, très engagé au moment de la guerre d'Espagne, très engagé quand il y a le massacre de Lidice, très engagé après la guerre aussi avec le groupe surréaliste parisien sur les combats que mènent les Parisiens et notamment en rapprochement encore avec les anarchistes et les libertaires. Donc ce côté de rebelle, il est évident chez Toyen. Je crois que c'était quelque chose qui nous paraissait évident à tous. Il y a une notion que on a mis également en avant dans le catalogue qui est celle d'écart absolu, qui est une notion qui vient de Charles Fourier, qui est donc un penseur qui est important pour les surréalistes parisiens. Et effectivement, il y a cet écart absolu, c'est-à-dire de ne pas suivre la mode, de ne pas suivre les normes, de ne pas suivre les règles. Donc ce côté rebelle, il est évident. Le côté de rêveuse, il y a une toile très connue de Toyen de 1934 qui s'appelle La Dormeuse. Il y a des toiles qui s'appellent Le Rêve. Il y a chez elle, bien entendu, un intérêt pour l'inconscient, qui est évident après 1934 et son arrivée dans le groupe surréaliste, mais qui est déjà présent avant, et je dirais même la période artificialiste, où elle et Stirsky essayent de peindre des souvenirs de souvenirs, c'est-à-dire c'est pas vraiment des rêves, mais c'est quelque chose qui est quand même dans le subconscient. Donc ce côté, je dirais, de l'imaginaire, de l'inconscient, du rêve, de la vision, est quelque chose qui est aussi chez elle évident. Donc les deux ensemble font que Toyen est effectivement une rebelle rêveuse ou une rêveuse rebelle. En tout cas les deux, c'est sûr. Piégé par la météo après avoir ouvert une nouvelle voie menant au sommet du mont Barunce au Népal, 2 alpinistes tchèques bien connus, Marek Holecek et Radoslav Groch, sont restés bloqués à près de 7000 mètres d'altitude pendant près de 4 jours. Ils sont finalement parvenus à descendre avant d'être évacués en hélicoptère vers Katmandou, sains et saufs, comme ils l'ont confirmé la semaine dernière à la radio tchèque. Les détails avec Guillaume Larguet. Tout est bien qui finit bien. Le site du magazine Montagne a évoqué ce qui n'est finalement resté qu'une mésaventure, comme je cite incontestablement l'aventure du printemps en Himalaya. Une aventure qui aurait toutefois pu tourner au drame et au bout de laquelle Marek Holecek et Radoslav Groch, devenus impuissants face à la nature, ont reconnu, je cite, qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de prier et d'attendre. Fin de citation. Des prières qui ont été entendues puisque les 2 hommes sont finalement sortis de ce que Marek Holecek a qualifié d'enfer blanc. Après avoir atteint le sommet et ouvert une nouvelle voie en style alpin sur la face nord-ouest du Barunce, au terme déjà d'une ascension très compliquée, les 2 alpinistes tchèques, dans l'impossibilité de bouger au moment de redescendre, sont restés à l'abri du froid et du vent dans leur petite tente de toile, attendant un miracle, selon un Marek Holecek affamé et épuisé. Samozřejmě ta představa té stěny, to je dlouhodobá zkušenost. Je tam samozřejmě kus naprosto neznámý. Il est supposé que les grimpeurs emmènent le moins de choses avec eux lors des ascensions, et ce pour la simple raison qu'ils pourraient vouloir rester en haut. Mais nous concernant, il est évident que nous ne voulions pas rester là une minute de plus. Au contraire, nous avons même été très économes. Notre seul objectif était vraiment de parvenir au sommet de la face. Le problème, c'est que la météo s'en est mêlée
et que nous avons alors été contraints d'attendre, à droite, à gauche, devant nous, derrière vous. La visibilité est devenue complètement nulle, il y a eu un ouragan, et dans ces cas-là, il n'y a rien d'autre à faire que de prier et d'attendre que ça passe. Marek Holecek n'est pas le premier venu, c'est même un alpiniste bien connu et reconnu. En septembre dernier, lui et un autre grimpeur tchèque, Zdeněk Hák, ont reçu un piolet d'or pour leur ascension en 2019 de la face nord-ouest du mont Chamling, dont le sommet s'élève à 7321 mètres. Il s'agissait alors de la première ascension de cette face longtemps convoitée au terme de 6 jours d'ascension avec 4 bivouacs. Une ascension semblable tant dans sa longueur que dans sa difficulté de celle du Barunse. Décernés chaque année par le groupe de haute montagne, ces prix, dits des piolets d'or, servent à mettre en lumière les plus belles ascensions en style alpin. Preuve de son talent, Marek Holecek avait déjà été récompensé en 2018 pour une nouvelle voie dans la face ouest du Gasherbrum 1 à 8068 mètres au Pakistan. Difficile donc de l'accuser de témérité et d'avoir cette fois sous-estimé l'entreprise au pied du Barunse, comme il s'en est d'ailleurs défendu toujours depuis Katmandou sur les ondes de la radio tchèque. Oui, nous avions bien planifié l'ascension et comme nous avons un peu d'imagination et d'habileté, nous avons plus ou moins progressé au rythme que nous avions envisagé. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés. Nous savions que la météo allait se dégrader, que du mauvais temps allait arriver et nous n'avons absolument pas sous-estimé les prévisions. Simplement, ce mauvais temps est arrivé plus tôt que ce qui était annoncé et il nous a ralenti et contraints à nous mettre à l'abri. Mais cela peut faire partie d'une expédition de ce type. C'était une nouvelle voie et il y a toujours une part d'inconnu. Comme il est possible de le lire sur le site de montagne, le Barunse est un sommet de 7000 mètres relativement accessible, très prisé d'ailleurs des agences commerciales. À condition toutefois de passer par la voie normale, c'est-à-dire la voie de l'arête sud, comme les auteurs de la première ascension en 1954 au sein d'une expédition néo-zélandaise dirigée par le légendaire Sir Edmund Hillary. D'un tout autre calibre, la face nord-ouest, empruntée par les deux Tchèques, que Marek Holecek a comparée à un mur, aurait donc pu leur être fatale. Ils en sont finalement revenus après une descente via le versant sud, moins raide, 10 jours donc après le début de leur ascension, mais pas sûr que celle-ci leur vaudra un nouveau piolet d'or. L'Institut français de Prague fête ses 100 ans. Pour cette occasion, le centre culturel a fait appel à Lucia Lomova, artiste tchèque et ancienne élève du centre, afin d'illustrer une bande dessinée franco-tchèque racontant l'histoire de l'Institut. Jusqu'au 25 juin, les curieux peuvent découvrir les planches de cette BD lors de l'exposition L'Institut se souvient. Marion Floch nous en dit plus. Publiée en février 2021, la bande dessinée bilingue franco-tchèque intitulée L'Institut se souvient personnifie les traits de l'Institut français de Prague et raconte son histoire en abordant les différents personnages qui ont participé à faire de l'IFP ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est ainsi qu'au détour des pages, on rencontre Ernest Denis, Hubert Beuve-Méry, Edvard Beneš, Václav Havel et même le général de Gaulle et bien d'autres. J'ai participé au projet car je me sentais reconnaissante envers la France à l'Institut français de Prague où j'ai étudié. Je suis heureuse d'avoir accepté car j'ai beaucoup appris sur les cultures de ces deux pays. Confie Lucia Lomova. Pour marquer son centenaire, le choix de l'Institut français s'est vite porté sur une BD, comme l'explique son directeur Luc Lévy. La France avait décidé que 2020 serait l'année de la bande dessinée. Donc on s'est dit voilà une très belle occasion pour peut-être raconter ce que nous évoquions tout à l'heure, à savoir les 100 ans de l'Institut français de Prague, mais d'une manière nouvelle, créative, je dirais humoristique et poétique. L'idée nous est venue à travers un échange avec un spécialiste justement franco-belge de la bande dessinée qui s'appelle Didier Passamonique
et qui nous a dit, écoutez, pour les 100 ans de l'Institut français, pourquoi ne pas réaliser une bande dessinée ? Je connais une artiste remarquable, populaire d'ailleurs aussi bien en République tchèque qu'en France, qui est Lucie Lomova, et qu'elle incarnait bien par son parcours, par ses centres d'intérêt, ce lien si particulier qui existe entre Tchèques et Français. Elle est très connue des Tchèques, mais elle est aussi très connue en France. Pendant plusieurs mois et à partir de son iPad, Lucie Lomova a donné vie à ses personnages. Faire de recherches, lire des livres, regarder des films, se documenter sur les relations franco-tchèques a été la partie la plus longue et la plus difficile. Il a aussi été difficile de décider ce que je devais montrer ou ne pas montrer de l'histoire de l'Institut. D'autant plus que l'illustratrice a dû travailler en tchèque et en français. Ça a été un peu compliqué de mettre les textes dans les bulles car le français est plus long que le tchèque, donc j'ai dû modifier quelques images. Je faisais le dessin d'abord sans les bulles, puis je les rajoutais. Les bulles en français n'ont pas forcément la même forme que celles en tchèque. Malgré cette complication supplémentaire, mettre le texte dans ses bandes dessinées reste la partie préférée de Lucie Lomova. C'est comme la cerise sur le gâteau. Le travail est presque terminé, donc il y a juste à apprécier ce moment. En tout cas, pour l'Institut français, cette bande dessinée pourrait donner un nouvel élan de culture populaire au centre culturel, comme l'estime Luc Lévy. Je pense très certainement. Déjà, je pense que ce serait bien d'avoir un tome 2 de la bande dessinée, parce que la vie de l'Institut français ne s'est pas arrêtée lors de sa réinauguration, qui était, je crois, en 1993. Ça s'est poursuivi et on a connu encore beaucoup d'aventures. Je pensais aussi, pourquoi pas un jour faire un dessin animé. On reprend les personnages qui sont dans la bande dessinée, on en fait un dessin animé, parce que le film d'animation, il y a une très grande tradition en République tchèque. Donc voilà, ça pourrait être tout à fait intéressant. Voilà, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit tout à fait dans la modernité. En parlant des 100 ans de l'Institut français, on a raconté une très belle histoire. Mais on a justement choisi ce média qui est un média relativement moderne, un média qui est populaire auprès de toutes les générations, pour montrer justement que même en racontant le passé, on est dans le monde d'aujourd'hui et qu'on se projette vers l'avenir. En attendant, les personnes intéressées peuvent déjà visiter l'exposition « L'Institut se souvient », comme c'est le cas de Michal. J'adore les travaux de Lucie Lomova. Aussi, je suis intéressé dans l'histoire de l'Institut français. Alors, c'était tout naturel de venir et aussi de rencontrer quelques gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Plus d'informations sur le site officiel de l'Institut. C'est la fin de cette émission préparée pour vous par Radio Prague International. Avant notre numéro de la semaine prochaine, nous vous invitons à suivre l'actualité tchèque sur notre site français.radio.cz et sur les réseaux sociaux. Magdalena Hrozinkova au micro vous remercie de votre attention. À la prochaine. Naslyšenou.